Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, les titres de ce 9 décembre. Le procès du drame de Joué-les-Tours s'ouvrira demain. Les parents de la petite Mélanie tuée en 2011 après avoir été percutée par une voiture de gendarmes attendent beaucoup de ce procès pour établir la vérité sur cet accident. Politique en Loir-et-Cher, quels enjeux pour les départements des départementales des 22 et 29 mars prochains. Hier soir, l'Union de la droite et du centre présentait ses listes. On fait le point ce soir sur l'ensemble des formations politiques du département. Et puis pour finir ce journal, une exposition, allez voir en famille, mammouth au musée d'histoire naturelle de Tours. Le musée retrace l'évolution des mammouths laineux de la dernière période glaciaire. Bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec cet accident spectaculaire et dramatique. La sortie de route d'un poids lourd qui chute d'un pont. Cela s'est produit à 2 h ce matin à Château-Renaud, en Indre-et-Loire, sur la départementale 910. Le camion s'est embrasé, le chauffeur a été retrouvé carbonisé. Le poids lourd transportait des pièces automobiles. Il pourrait avoir glissé sur une plaque de verga ou de gasoil. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances précises du drame. Se sont rendus immédiatement sur place une vingtaine de pompiers et 8 gendarmes de Château-Renaud, Vouvray et Amboise. La circulation a pu reprendre normalement dès 5 h ce matin. Le 30 mai 2011, c'est à cette date que la petite Mélanie, 10 ans, perdait la vie après avoir été percutée par un véhicule de gendarmes. Le procès du drame de Joué-les-Tours s'ouvre demain. Un procès très attendu par les parents de Mélanie qui s'impatientent de voir la justice faire toute la lumière sur cette affaire. Romain Delville. 30 mai 2011, un fourgon banalisé de la gendarmerie qui effectue un trajet entre la caserne de Loches et l'escadron de Joué-les-Tours percute une vingtaine d'élèves de l'école jocondienne Mignonne. Des enfants qui revenaient de leur cours de sport. Le bilan est lourd. Mélanie, 10 ans, meurt dans l'accident. On compte aussi 16 enfants blessés, dont 10 graves à la sortie du rond-point de la Gitonnière. Le stade Albaladejo est transformé en campement de premiers secours. Et le jour même, des familles s'inquiètent de savoir si justice sera rendue. Les citoyens, il faut qu'ils roulent à 50 et puis certains ils peuvent rouler plus vite parce que c'est dégradé. Donc je dirais plus rien, voilà. Merci. La vitesse, voilà un élément objectif déterminant dans les causes de l'accident et qui a divisé les experts depuis le début de l'enquête. Une première expertise évoquait 30 km/h, comme le relatait le gendarme au volant, pas la contre-expertise. Selon l'expert, la vitesse déterminée serait de l'ordre de 72 km/h. Une crevaison lente du pneu arrière gauche, du carburant qui fuyait à cause d'une trappe mal fermée. Des expertises se sont contredites et la justice devra trancher. Parmi les rares éléments qui n'ont jamais été contestés, c'est que le conducteur n'avait consommé ni drogue ni alcool, mais qu'il avait en revanche absorbé des antihistaminiques et des antidépresseurs le jour du drame. 3 ans et demi après les faits, le tribunal correctionnel de Tours jugera des responsabilités du gendarme prévenu pour homicide et blessures involontaires. Il encourt jusqu'à 5 ans de prison. Le procès, prévu pour durer 2 jours à partir de demain, pourrait ne se dérouler que sur la journée de jeudi à cause de la grève des avocats. Un procès tant attendu par les parties civiles, au premier rang desquels la famille de Mélanie. Condamné pour des faits commis pendant les violences urbaines dans les quartiers nord de Blois en novembre dernier. Le tribunal correctionnel a jugé 3 prévenus lundi. L'un d'eux a été condamné à 1 an de prison pour avoir donné 2 coups sur le bras d'une policière. Les 2 autres avaient insulté des agents des forces de l'ordre et résisté au moment de leur interpellation. Le tribunal correctionnel les a condamnés à 6 mois de prison. Politique à présent en Loir-et-Cher. Quels enjeux pour les départementales des 22 et 29 mars prochains? Hier soir, l'Union pour le Loir-et-Cher, l'Union de la droite et du centre, présentait la liste de ses candidats. L'occasion pour nous ce soir de faire le point sur l'ensemble de l'échiquier politique du Front National au Parti Socialiste et autres forces de la gauche. Anaïs Michaud. Dans chaque camp, on se prépare à des élections sans précédent en mars 2015. Lors des anciennes cantonales, la moitié des conseillers généraux étaient renouvelés tous les 3 ans. L'an prochain, c'est l'ensemble de l'Assemblée départementale qui sera élue simultanément, avec une parité absolue puisque chaque liste est composée d'un binôme homme-femme. À présent, dans le Loir-et-Cher, on ne compte plus que 15 cantons au lieu de 30 avec le nouveau redécoupage. Et c'est la majorité départementale actuelle, l'UPLC, qui ouvre la marche en dévoilant la liste de ses candidats. À noter, un duel fratricide qui s'annonce sur le canton de Montrichard entre le maire UDI de la ville Jean-Marie Janssens et l'élu sans étiquette Jean-Luc Brault. Ils appartiennent tous deux à la majorité départementale actuelle et défendront donc le même bilan sur le même territoire. Redécoupage oblige.
Maurice Leroy a tenté de dissuader Jean-Luc Brault, mais en vain. Le président du Conseil général se présente quant à lui sur le canton de Montoire-sur-le-Loir et Patrice Martin-Lalande sur celui de Chambord pour contrer le président du groupe PS à l'Assemblée départementale, Gilles Clément. C'est vrai que ce sera un duel dont je vous rappelais tout à l'heure que le choix des électeurs va être de dire on veut une majorité UPLC pour continuer le travail qui a été entrepris et préparer l'avenir, ou bien on veut avoir de la part des électeurs le choix d'une majorité socialiste pour faire en Loir-et-Cher ce qu'ils font sur le reste de la France. J'espère que les électeurs trancheront bien. Si l'UPLC s'attend à des matchs très politiques, du côté du PS, on pense plutôt que ce sera une affaire de personnes. Et l'idée est de présenter des candidats expérimentés. Maire adjoint, ou implication forte dans un mouvement associatif. Voilà. En tout cas, ce qui fait que on existe par une action identifiée sur un territoire. Il faut pouvoir être dans plusieurs enceintes qui gèrent l'action au plus près de nos concitoyens. Moi, je le défends, ce cumul. Marc Grécourt pourrait renoncer à se présenter à Blois 1 et se réserver pour les régionales, ce que semble avoir fait Guillaume Pelletier, grand absent des listes UPLC. Avec des élus à Vendôme, Mer, Blois, Romorantin ou encore Gièvre aux dernières municipales et un score de 28,5% aux européennes, le FN espère bien tirer son épingle du jeu dans le département. Je crois que nous allons confirmer dans ces élections, qui sont des élections locales mais avec une dimension politique, dans ces nouveaux cantons où l'influence des notables locaux aura beaucoup moins d'importance qu'auparavant, de la façon dont, avec le redécoupage qui a été fait, et je crois que nous allons faire de très bons résultats, et on peut même espérer 1 ou 2 cantons. Le canton de Blois 1 qui a connu dernièrement des émeutes, et les cantons de Montrichard ou encore Celles-sur-Cher où la droite et le centre ne sont pas parvenus à se présenter unis, pourrait être favorable au FN. Reste à savoir si le parti aura simplement un rôle d'arbitre ou si cette division leur permettra d'entrer pour la première fois dans cette nouvelle assemblée départementale. Et en Indre-et-Loire, on fait le point également. À 3 mois des départementales, ne ratez pas le débat politique de libre-échange vendredi 22h30 sur TV Tour Val-de-Loire avec les principales formations politiques du département. Autour du président Frédéric Thomas, le centriste Jean-Yves Couteau, l'UMP Jean-Gérard Pommier, le FN Véronique Péan et Christophe Boulanger pour Europe Écologie Les Verts. Activité juridictionnelle suspendue aujourd'hui au tribunal de commerce de Tours, comme partout ailleurs en France. 5 affaires ont été renvoyées à la semaine prochaine. Les 25 juges consulaires de la ville s'opposent à la loi Macron qui souhaite réformer les tribunaux sans concertation. Ils refusent de laisser siéger parmi eux des juges professionnels par ailleurs. Ils s'opposent à ce qu'un dossier soit délocalisé vers des juridictions spécialisées. Il faut savoir que le tribunal de commerce traite 500 procédures collectives par an, dont les 2 tiers sont des liquidations judiciaires parmi les gros dossiers, on rappelle Mecacrom ou encore SES. On écoute le président du tribunal de commerce de Tours qui explique que cette réforme remet en cause fondamentalement l'engagement bénévole des juges consulaires. On dit aux juges consulaires, écoutez, en gros c'est ce qu'on dit, vous n'êtes finalement pas si compétent que ça, on considère qu'il est nécessaire de mettre un juge professionnel à vos côtés pour vous encadrer. Donc c'est inacceptable, d'autant qu'on a démontré par le passé notre capacité à gérer des dossiers lourds, complexes et importants, et donc on ne comprend pas, compte tenu de l'efficacité aujourd'hui de la justice commerciale, cette remise en cause. Attention, des perturbations sont à prévoir sur le réseau Fil Bleu. Un préavis a été déposé par les organisations syndicales de Keolis Tours pour un mouvement social de 24 heures chaque week-end. Et cela commence ce samedi jusqu'au 4 janvier, mais également les 24 et 25 décembre et le 31 décembre, 1er janvier. Nous pourrons vous donner plus de précisions sur les perturbations à venir dès jeudi. À Tournord, permis de construire pour Ciné-Loire, le multiplex d'Avoine qui devrait voir le jour au cœur de la future zone Forum Méliès sur le site de l'ancien magasin Métro. La ville de Tours devrait en effet délivrer le permis de construire cette semaine. Je vous rappelle que le projet du multiplex compte 9 salles et 1970 places. Je précise ce soir que le recours du cinéma CGR devrait être examiné début 2015. Un recours engagé, vous le savez, contre la création de ce multiplex qui avait été autorisé en novembre 2013 par la Commission nationale d'aménagement commercial. En sport, Coupe de France, le 3 janvier, le Tours FC affrontera donc Le Mans en 32e de finale. Un club de CFA2, les résultats du tirage au sort sont tombés hier soir. C'est l'entrée en lice des clubs de Ligue 1.
Et puis pour terminer ce journal, une exposition, allez voir en famille, mammouths au musée d'histoire naturelle de Tours. Les mammouths laineux de la dernière période glaciaire apparus il y a 50 millions d'années en Afrique et disparus en Europe, voilà 10 et 20 millions d'années. L'exposition retrace leur mode de vie, leur évolution et leur disparition. Audrey Champigny et Aurélie Renaud. Ce n'est pas l'ancêtre de l'éléphant, on parle plutôt d'un proche cousin. Le mammouth laineux, la star de cette exposition. Un animal qui a réussi au cours de son évolution à s'adapter au très grand froid qui régnait en Europe et notamment en France durant la dernière période glaciaire. Ces défenses lui permettaient vraisemblablement de gratter la neige pour pouvoir accéder à l'herbe qui se trouvait en dessous. Comportement qui serait étayé par le fait qu'on trouve souvent des traces d'usure sous les défenses, donc qui montrerait bien quand même que cet animal grattait avec ses défenses la neige. L'autre adaptation du mammouth, ses pattes puissantes lui permettant de parcourir de grandes distances. Ses oreilles et sa queue, elles, étaient toutes petites pour une déperdition de chaleur minimale. Dans l'imaginaire, on l'imagine souvent comme étant très très grand, puisque dans les films, dans les bandes dessinées, souvent il est représenté très très grand. En réalité, ses prédécesseurs étaient plus grands que lui. Cette exposition très attendue permettra de découvrir d'autres espèces ainsi que différents fossiles, des éléments de la propre collection du Muséum d'histoire naturelle de Tours. Mammouth, une exposition que vous pourrez donc aller voir jusqu'au 14 juin au musée d'histoire naturelle de Tours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Stéphane Deploubin, secrétaire général de la CGT. Avec lui, nous parlerons des élections professionnelles. À tout de suite.